Good. Now we can start. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous me recevez, laissez un pouce. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, vous pouvez laisser un pouce. Super, super. Donc, bienvenue à tous dans ce meet. Nous allons ce soir parler de comment créer une monnaie électronique sur StackNet avec le langage de programmation Cairo. Et donc, pour cela, il est important de Cairo Group. Donc, pour cela, il est important de pouvoir comprendre déjà de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que une monnaie électronique, principalement IAC20 token, un token ERC20. Donc, un token ERC20, comme on peut le trouver, ERC20 token. Un token ERC20, c'est un code ou un smart contract qui va contenir un certain nombre de fonctions. Donc, ERC20, c'est une norme qui définit la manière dont la monnaie électronique va être émise ou qui va définir le cycle de vie de la monnaie électronique, c'est-à-dire en partant de comment elle va naître, comment on va la couper, comment on va l'introduire en circulation, comment les gens pourront l'échanger, comment on pourrait la dépenser et comment on pourrait la retirer de la circulation. Super. Donc, comme je le disais, par rapport à la monnaie, ce qui va se passer dans un premier temps, c'est que il y a ce qu'on appelle la banque centrale. Dans la vraie vie, hein, pour le CFA par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la banque centrale, qui est le centre en quelque sorte des banques. C'est la banque des banques, voilà, qui va recevoir de l'argent. Mais avant que cet argent en arrive dans la banque centrale, c'est qu'elle quitte quelque part. Voilà, pour pouvoir exister d'abord, cette monnaie-là va être coupée dans une fabrique nationale de la monnaie. Ceux qui ont une fois suivi la Casa de Papel connaissent ce que c'est qu'une fabrique nationale de la monnaie ou une fabrique internationale de la monnaie. Donc, c'est un endroit de la monnaie. Et donc, pour pouvoir introduire de l'argent, il faut d'abord la couper ou la fabriquer, c'est-à-dire la couper ou la fabriquer en général. Je pense qu'on peut utiliser ce terme-là. Les financiers vont nous expliquer. Et donc, cet argent-là, quand il sera coupé, ensuite, il y aura un montant. On aura de façon, pas couper de l'argent d'une manière indéfinie. Voilà, sinon, il y aura de l'inflation sur le marché. C'est-à-dire, il y aura trop d'argent à un moment donné sur le marché. Donc, il faut définir un certain montant d'argent qu'on va couper et pourquoi on la coupe. Ensuite, après avoir coupé, on va l'introduire à la banque, à la banque centrale. Et donc, maintenant, la banque centrale va, par des systèmes que les financiers maîtrisent le mieux, faire entrer cet argent-là dans la circulation. En partant par des prêts auprès des banques, ce sont des banques qui vont poser cet argent-là et tout ce qui va avec pour pouvoir commencer à rouler. Et donc, faire un stock d'argent et commencer à distribuer. Donc, aujourd'hui, quelqu'un va envoyer à quelqu'un. Par exemple, aujourd'hui, moi, je vais recevoir de l'argent parce que j'ai fait un travail. Et ensuite, moi, je vais le transférer à quelqu'un parce que la personne a fait un travail pour moi, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que l'argent va commencer à circuler. Donc, on est parti de la coupure de la monnaie et ensuite de la distribution de cette monnaie-là pour que ça puisse commencer à être disponible chez tout le monde. Et ensuite, maintenant, à un moment donné, vous avez remarqué que dans la vie, il arrive des moments où vous allez voir, vous allez apprendre qu'on a retiré de la monnaie une quantité de monnaie dans la circulation. Ça veut dire que on a brûlé tout simplement certains billets parce qu'ils ne sont plus utiles. Pour ça, carrément, il commence à y avoir un peu trop de billets dans la circulation. Et donc, ça va être la même chose ici. C'est-à-dire, sur la blockchain, vous avez la possibilité de pouvoir créer votre propre crypto-monnaie ou votre propre monnaie électronique qui va suivre le même cheminement. C'est-à-dire, vous allez définir comment ça va être coupé, quelle quantité va être coupée, quand elle va être coupée, qui peut couper cette quantité-là. Ensuite, il y aura la distribution. Qui en a au départ, comment il fait pour l'avoir, et ensuite, il transfère à quelqu'un pour une raison ou une autre, et ensuite, ainsi de suite. Donc, vous définissez les règles de distribution aussi de cet argent-là, puis ensuite, vous définissez les règles aussi de retrait de cet argent-là de la circulation. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, c'est quoi d'abord une monnaie électronique? Une monnaie électronique, ce sont des chiffres. Hein. Ce sont des chiffres. C'est juste des chiffres qui seront manipulés un peu comme ce qui se fait dans les banques. Par exemple, vous avez
10 millions à EcoBank ou à Orabank, sont que des chiffres. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est la même chose avec les monnaies électroniques. Et donc, on va les appeler tokens ici. Les tokens, voilà. Et donc, les tokens ici vont être des monnaies électroniques, des chiffres qui vont être manipulés, mais sur la blockchain. Et donc, aujourd'hui, dans notre cas, nous allons travailler principalement euh, sur la blockchain de Stacknet. Voilà, c'est pas une blockchain, c'est un lien à tout, une couche de niveau 2. C'est-à-dire, il y a les couches de niveau 1 qui sont Ethereum, Bitcoin et tout ce qui va avec. Et maintenant, pour pouvoir faciliter les transactions, les rendre moins chères, plus rapides, il y a les couches 2 qui sont nées, qui permettent de pouvoir donc faire toutes les transactions sur les couches 2. Et maintenant, les couches 2 vont relayer toutes les données sur les couches 1 et donc vont faire en sorte que la donnée qui sera enregistrée sur la couche 1 et donc qui va servir de base de données ne sera pas aussi élevée parce que sur la blockchain, tout ce qu'on fait comme create ou update sur la blockchain, create, update, delete sur la blockchain sont payants. Et donc, pour pouvoir payer, il faut faire une estimation sur ce qui est enregistré ou le coût de la on évalue un peu le coût de la transaction. Le coût de la transaction est proportionnel à, à tout ce que vous voulez. Plus la donnée elle est grande, plus le coût va être élevé. Donc, les liatous viennent faire en sorte que toutes les transactions que vous allez faire vont être un seul truc, en un seul truc ou en une seule donnée à mettre un peu plus légère à enregistrer sur la blockchain. C'est ce qui fait que plus moins cher. Voilà. Et donc, pour ce faire, aujourd'hui, nous allons parler principalement de Cairo. Nous allons utiliser le langage de programmation Cairo. La séance du samedi passé, nous avons appris avec M. Geoffrey Legovi à créer des, à créer des, à écrire du code avec Cairo. Donc, on a appris les syntaxes de base, comment créer des variables, comment faire tout de gauche à droite. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire principalement, nous allons passer à la pratique. Nous n'allons pas faire de tests aujourd'hui parce que les tests ont déjà été faits la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons faire une session de maximum 1 heure pour pouvoir permettre à ce que tout le monde puisse continuer sa journée ou sa soirée de manière assez paisible. Voilà. Pour pouvoir créer de la monnaie, qu'est-ce que nous allons faire? Dans un premier temps, il faut pouvoir définir les règles de coupure de cette monnaie-là. Comment couper la monnaie? Donc, couper la monnaie. C'est bon? Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir coupé la monnaie, nous allons définir les règles de distribution. Distribuer la monnaie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? S'il y a quelqu'un qui a une question avant qu'on continue. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas du tout ce que nous sommes en train de faire pour le... Okay. Allô? Oui. Oui, bon, c'est ma première fois, donc c'est vrai, je ne comprends pas vraiment ce qu'on fait. D'accord, ça marche. Donc, je vais faire juste un débriefing vite fait par rapport à ce qui est fait. Et donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui, le mythe d'aujourd'hui, c'est un mythe qui va consister on va apprendre à créer une monnaie électronique, donc un token, en quelque sorte comment on va appeler ça? On va appeler ça une crypto-monnaie avec le langage de programmation Cairo. Voilà, donc c'est du développement blockchain. Et la dernière fois, on avait déjà appris comment écrire du, du code Cairo. Un instant, je vais vous montrer YouTube. Voilà. Donc, nous publions toutes les sessions que nous faisons sur YouTube. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu à voir la session de la dernière fois, il n'y a pas de souci. Vous pouvez suivre aujourd'hui et puis faire un tour sur, voilà, n'hésitez pas à suivre ça. Donc, si vous partez sur notre profil, nous avons une playlist ici où nous mettons toutes les formations que nous faisons. Donc, la session sur Cairo n'est pas encore disponible, mais je vais venir ici, je vais fermer ceci. Je pense que la session sur Cairo n'est pas encore disponible, mais elle sera disponible le plus tôt possible. Copie des lignes.
Voilà, je vous partage ça pour que vous puissiez. Ah non, ça c'est. Ok, est-ce que c'est ça? Hmm, non, ça c'est LinkedIn. J'ai pris, j'ai pris ce lien. Bon, attendez, je récupère le lien. Voilà, c'est. Ah, ça c'est LinkedIn. Ok, ok. Ah, ça c'est LinkedIn. Ok, ok. Ok, désolé. On va revenir ici. Voilà, ceci. Ça c'est le lien vers nos vidéos. Donc, vous pouvez faire un tour sur la page, vous allez trouver toutes les vidéos. Donc, de la première vidéo jusqu'à la fin. La première vidéo parlait de Bitcoin et de Ethereum. Pourquoi Bitcoin existe, quels problèmes il vient de résoudre, quelles sont les limites de Bitcoin et pourquoi Ethereum est né. Donc, quels sont les problèmes que Ethereum vient, auxquels Ethereum vient répondre en quelque sorte. Et ensuite, il y a les couches 2. Les couches 2 qui vont, qui vont permettre à ce que les, qui vont permettre à ce que les transactions soient un peu plus moins chères sur les blockchains et tout. Et à part ça, nous avons aussi le langage de programmation Cairo. Voilà. Je pense que voilà, la session est là, elle est là. Donc la quatrième session, je ne sais plus. Ah oui, c'était la création de smart contract avec Cairo. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un smart contract qui sera concrètement sur un projet, donc sur un projet en particulier qui est la création d'une crypto-monnaie. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez suivre et puis les prochaines fois, vous allez suivre toutes les sessions là pour pouvoir être à jour avant de continuer. Voilà, donc comme je le disais, puisque nous voulons créer une monnaie, une monnaie, elle est régie par des procédures. Et donc, dans le processus, comme je l'avais dit, lorsque on veut introduire par exemple le CFA ou le dollar ou l'euro dans la circulation, il faut d'abord couper, n'est-ce pas? Il faut d'abord passer par la fabrique nationale de la monnaie, elle dans la Casa de Papel, où vous pouvez voir que au lieu de voler de l'argent dans une banque, ils ont décidé d'aller couper leur propre argent. Voilà, donc c'est ce qui va se faire ici. Avant de pouvoir avoir de l'argent à distribuer, vous allez d'abord pouvoir couper cet argent. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc c'est ce que nous allons faire ici aussi. Nous allons définir les règles de coupure de cet argent. Ensuite, nous allons définir les règles de distribution de cette monnaie-là. Ensuite, c'est-à-dire la distribution, c'est quelqu'un fait un travail, j'ai un compte bancaire, je lui transfère de l'argent via ce compte bancaire-là. Donc, je distribue, en fait, l'argent commence à circuler. Donc, il faut avoir des règles de distribution de cet argent-là. Pour dire que quand je veux distribuer de l'argent à quelqu'un, il faut que ça marche comme ceci. Et puis, ensuite, quand je veux regarder mon solde, par exemple, je fais ceci, et ainsi de suite. Donc, euh, le type de crypto-monnaie que nous allons exprimer aujourd'hui s'appelle des crypto-monnaies, des ERC, des tokens ERC 20. Donc, ERC 20. Donc, ERC20 tokens. Donc, les ERC20 tokens, ce sont des nombres. En fait, ERC20, c'est un ensemble de nombres qui régit le cycle de vie de la monnaie électronique. Voilà. Donc, tout simplement, nous sommes en train de développer ici, c'est un ensemble de fonctions qui vont définir chacune ce que la monnaie doit faire. Voilà, ce que la monnaie doit pouvoir permettre à ce qu'on puisse faire. Vous êtes d'accord avec moi qu'une fonction, c'est un bout de code, c'est un ensemble d'instructions qui permettent de pouvoir résoudre un problème en particulier, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Super. Donc, par rapport à cette définition-là, chacune des fonctions va définir comment la monnaie doit réagir. C'est-à-dire, une fonction va venir définir comment couper la monnaie. Et donc, le premier point que nous avons cité ici. La deuxième fonction va venir parler de comment distribuer la monnaie. La troisième fonction viendra parler de comment, euh, brûler la monnaie. Brûler la monnaie. Qui ne sait pas ce que c'est que brûler la monnaie? Brûler la monnaie, entre griffes, c'est tout simplement retirer de la monnaie de la circulation. Vous allez remarquer que de temps en temps, il y a des banques où parfois vous allez entendre parler de on a retiré, on a brûlé des billets de banque. On ne brûle pas des billets, à moins que ce soit des faux billets, on ne brûle pas des boutiques de banque comme ça dans l'air.
on brûle des billets de banque pour pouvoir résoudre un problème particulier. Parfois, c'est pour éviter de justesse ou pour anticiper sur comment ça s'appelle déjà, l'inflation. Soit c'est pour permettre à ce que, bon, je dirais c'était les deux points, soit c'est pour anticiper, soit c'est pour éviter de justesse l'inflation. Donc, quand il y a trop de monnaie dans la circulation, ça peut devenir un peu trop facile d'avoir de la monnaie et donc les prix chutent et tout ce qui va avec. Donc, pour éviter qu'il y ait saturation de monnaie sur le marché, on met en place un système qui permet de pouvoir réduire les choses, c'est-à-dire mettre en place un système de retrait de la monnaie de la circulation pour permettre à ce que ce soit plus fluide, voilà, dans la gestion. Ensuite, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas avoir de l'argent et on ne peut pas vivre sans avoir la possibilité de pouvoir compter combien on a, donc connaître notre solde. Donc, vérification de solde. Donc, lorsque j'ai de l'argent sur mon université, il faut que je puisse regarder le solde que j'ai. Donc, il y aura une fonction aussi qui va définir comment regarder le solde. Et j'ai normalement listé toutes les fonctions ici. Donc, ensuite, il y a possibilité de pouvoir dépenser de l'argent de quelqu'un d'autre. C'est un peu comme les chèques. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour pouvoir permettre à quelqu'un d'aller prendre de l'argent sur votre compte, il faudrait que cette personne ait une autorisation de votre part, n'est-ce pas? Donc, il faut une fonction qui permet de pouvoir donner une autorisation à quelqu'un de pouvoir prendre de l'argent sur votre compte. Et donc, système de chèque. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu tout. Maintenant, on peut toutefois faire une recherche sur ERC20 tokens functions et on pourra voir toutes les fonctions qui sont contenues dans les tokens ERC20. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, vous allez voir les fonctions les plus essentielles, parce qu'il y a des fonctions superficielles aussi qui viennent s'ajouter, mais les fonctions les plus essentielles, c'est le total supply. Le total supply vient nous donner le montant total de l'argent qui est en circulation, c'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, le total supply du CFA, par exemple, c'est l'ensemble du CFA qui circule actuellement ou dans le monde entier. Voilà. L'ensemble de l'argent que nous avons coupé et que nous avons mis dans la circulation. Voilà, c'est ça le total supply. Et donc, lorsqu'on brûle de l'argent, pour retirer ça de la circulation, on retire ça du total supply. Voilà. Ensuite, il y a le balance off. Le balance off, c'est une fonction qui va permettre, qui dit, qui dit littéralement le solde de. Donc, c'est une fonction qui va permettre de pouvoir afficher le solde de quelqu'un, donner le solde de quelqu'un dans la monnaie que nous avons créée. Donc, pour permettre aux gens de savoir combien ils ont ou sur leur compte et tout ce qui va avec. Voilà. Le transfert permet de pouvoir transférer de l'argent à quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un fait quelque chose, je veux lui donner de l'argent, je veux lui transférer de l'argent. Cette fonction a défini les règles de transfert de l'argent. Il y a Transfer From, qui est un système de chèque qui vous permet de pouvoir donner le droit de pouvoir transférer de l'argent du compte de quelqu'un en ayant son autorisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, dans les banques, pour qu'une banque puisse faire le transférer de l'argent de votre compte vers le compte de quelqu'un d'autre, il faut qu'ils aient votre autorisation, n'est-ce pas? C'est ça que vous faites avec un chèque. C'est cette autorisation-là que vous leur donnez avec un chèque. Donc, lorsque vous signez un chèque que vous donnez à quelqu'un, la personne part là-bas, automatiquement, on n'a même plus besoin de vous appeler. On a déjà donc, le transfert forme vient servir de chèque, de chéquier, qui définit les circonstances dans lesquelles quelqu'un peut faire un transfert de votre compte de quelqu'un vers un autre compte. Voilà. Ensuite, le approve. Le approve, c'est le montant que vous acceptez que quelqu'un puisse dépenser sur votre compte. Comme je l'ai dit déjà, le transfert from vient exécuter le transfert de votre compte vers le compte de quelqu'un. Mais avant d'exécuter ce transfert-là, il faut que vous approuviez. Donc, vous approuvez en faisant un chèque. Lorsque vous faites un chèque, par exemple, vous dites, la personne peut vous lui donner l'autorisation de prendre 10 millions. Donc, le approuve, c'est ça. Vous lui donnez l'autorisation de prendre 10 millions. Maintenant, le transfert form vient maintenant permettre à ce qu'on puisse faire le transfert de l'argent que vous avez dit qu'on peut transférer.
Donc, on peut transférer moins de 10 millions, mais le maximum est défini par le approve. Voilà. Donc, avant de faire un transfert, on va vérifier, voir si est-ce que le approve accepte le montant qu'on veut transférer. Voilà. Et le allowance. Le allowance retourne le nombre le solde que le allowance, c'est accord en quelque sorte. C'est une fonction qui va permettre tout dépenser à la personne qui veut dépenser l'argent ou qui va dire si est-ce qu'il y a une acceptation d'un montant pour telle personne, par exemple. C'est-à-dire, si moi, je vais transférer de l'argent du compte de Kofi vers le compte de Abalo, il faudrait que le allowance dise qu'il y a une autorisation de transfert de Kofi du compte de Abalo ou de Abalo plutôt, une autorisation qu'Abalo a faite pour Kofi pour pouvoir transférer de l'argent de tel montant. Voilà. Donc, le approve et le allowance viennent jouer presque le même rôle, mais ce n'est pas exactement le même rôle. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, toutes ces fonctions, nous allons les implémenter aujourd'hui pour permettre à ce que tout le monde puisse comprendre comment ça marche. Et ce que je vais faire, je vais mettre à disposition le code à la fin pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Il dit bah. Oui, et je voulais savoir les fonctions, et c'est où on peut voir ces fonctions, les fonctions dont vous parlez. Les fonctions dont je suis en train de parler, nous allons les coder nous-mêmes. OK. C'est à nous de les définir. Oui. C'est juste, au fait, le ERC 20, c'est une norme dans laquelle on définit les fonctions. En fait, on peut voir toutes ces fonctions-là. Ici, ce qui va se passer, je descends. Là, bon, je ne vais pas expliquer le code, nous allons juste directement partir sur les fonctions. Donc, à l'intérieur de notre code, vous allez remarquer ici une fonction que j'ai soulignée. Voilà, cette fonction-là, où j'agrandis, est-ce que j'agrandis? Voilà, cette fonction-là. Fonction total supply. Total supply, ici, va retourner quoi? Le total supply, qu'est-ce qui se passe? Voilà, va retourner le total supply de l'utilisateur en particulier. Vous voyez? On parle d'un utilisateur plutôt. Le total supply, c'est le total ou le solde total d'argent qui circule, qui est en circulation. C'est-à-dire, le CFA, par exemple, le total supply du CFA, c'est tout le montant, la somme totale du CFA qui est en circulation actuellement même dans le monde entier. Pas l'argent qu'on a coupé depuis le début des temps, non. Tout ce qu'on a coupé et qui est en circulation encore actuellement. C'est ça le total supply. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction qui permet d'afficher le total supply. Voilà. Ensuite, le balance off, c'est-à-dire le solde de quelqu'un, d'un compte. Pour pouvoir voir le solde d'un compte, il y a cette fonction-là qui définit ça, la fonction balance off. Donc, dans la fonction balance off, nous, on paramètre l'adresse du compte de la personne, c'est un peu comme le numéro du compte, et donc, ensuite, va retourner, va vérifier d'abord si cette adresse-là n'est pas une adresse zéro, donc c'est une question de sanity check, on va parler de ça lorsque nous allons commencer à coder. Et ensuite, il affiche le compte de le solde de la personne. Vous voyez? Super. Ensuite, nous allons avoir la fonction transfert. La fonction transfert, c'est cette fonction-là qui va permettre de pouvoir transférer de l'argent d'un compte vers un autre. Donc, du compte le transfert, il va faire un transfert d'argent d'un compte vers un autre. Donc, le compte destinataire, c'est son adresse ici. C'est son numéro de compte en quelque sorte. On va mettre en paramètre et donc on va mettre combien on veut le transférer. Donc, on lui transfère de l'argent et combien. On transfère à qui et combien. Et ensuite, le transfert va se faire comment? Vous rappelez que nous avons parlé de le transfert tout, n'est-ce pas? Le transfert form, plutôt. Voilà, il y aura, je vous montre ici, je vous montre quelque chose ici. Donc, ce qui va se faire ici, c'est quoi? Nous allons faire un sanity check ici. Nous allons vérifier si les données qui ont été fournies par l'utilisateur sont correctes.
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment confier ça à l'utilisateur parce que l'utilisateur, il faut le prendre comme une personne bête. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Super. Donc, ce qui va se faire ici, c'est quoi? C'est que on va regarder, en fait, vous pouvez trouver des fonctions qui diffèrent de plusieurs IAC ici. Donc, lorsque vous allez voir le smart contract ERC20 de quelqu'un, ça pourrait différer du ERC20 de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est dit, vous devez avoir une fonction comme ça qui régit à l'intérieur de laquelle vous allez dire comment vous comptez faire ce transfert pour permettre à ce que les gens puissent, pour permettre à ce que l'application qu'on va développer en front-end puisse utiliser ceci pour faire ces fonctions-là, pour faire cette transaction-là. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc la norme ERC20 vient définir les fonctions qu'il faut. Maintenant, à l'intérieur de cette fonction-là, qu'est-ce qu'il faut avoir exactement? Il y a un template, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ce template-là parce que parfois, vous avez envie de faire la monnaie unique. Il faudrait que cette monnaie-là, peut-être, puisse avoir des fonctionnalités uniques ou des check-ins uniques et tout ce qui va avec. Donc, vous avez le choix d'ajouter ce que vous voulez. Donc, après avoir fait ça, ce que nous allons faire, nous allons récupérer le solde de la personne qui veut envoyer. Donc, la personne qui veut envoyer, il faut qu'elle ait suffisamment d'argent pour envoyer ce qu'elle veut envoyer. Parce que si vous n'avez pas 10 000, vous ne pouvez pas envoyer 10 000 à quelqu'un. Si vous n'avez pas 10 000 sur votre compte, vous ne pouvez pas dire que vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que vous pouvez envoyer que ce que vous avez. Voilà. Donc, ensuite, nous allons vérifier, voir si la personne a vraiment l'argent qu'elle dit qu'elle va envoyer. Ensuite, si elle a l'argent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour le compte de l'envoyeur en retirant le montant qu'il va envoyer sur son compte. Et ensuite, nous allons mettre à jour le compte du destinataire en ajoutant le montant qui a été retiré du compte de l'autre personne. Vous voyez? Voilà, donc c'est ce qui va être fait. Et ensuite, bon, ça c'est les événements. Est-ce que vous avez, on a parlé je pense qu'on a parlé des événements dans notre cours, donc on va pas aller trop loin. Donc, ensuite, nous avons le transfert from. Le transfert from, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est cette fonction-là qui va permettre de transférer de l'argent du compte de quelqu'un vers le compte de quelqu'un d'autre. Donc, dans cette fonction-là, on va prendre en paramètre le from. Le from, c'est l'argent part du compte de qui, ou l'argent arrive dans le compte de qui. On veut transférer de l'argent du compte de qui vers le compte de qui. Et ensuite, combien on veut transférer. Et ensuite, ce qui va se faire, c'est que on va vérifier si le compte du débitaire, donc la personne dont on veut retirer de l'argent pour envoyer à l'autre, a suffisamment d'argent pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire cette transaction-là. Ensuite, nous allons vérifier voir si est-ce que le allowance, comme je vous avais dit, le allowance, le contenu du allowance, allowance va venir nous donner l'information sur un chèque ou une autorisation de transfert d'argent de moi qui veux transférer de l'argent du from au tout. Elle dit, est-ce que le from m'a donné l'autorisation de pouvoir envoyer de l'argent au tout en prenant cet argent-là sur le compte du from? C'est que cet argent ne m'appartient pas à moi. Moi, je suis comme un banquier en quelque sorte. Donc, pour que moi, le banquier, je puisse transférer de l'argent de compte de From vers le compte de tout, il faut que From me donne l'autorisation de pouvoir faire cette transaction. Voilà. Donc, c'est ce que l'allowance vient vérifier. Et donc, si l'allowance est bon et que j'ai l'autorisation, alors maintenant, on vient maintenant faire la mise à jour des comptes. On retire de l'argent du compte du From et on met à jour, on ajoute de l'argent sur le compte du tout pour pouvoir permettre à ce que toute la transaction soit OK. Voilà. Et ensuite, maintenant, on va retirer le montant qui est transféré de l'autorisation qui a été donnée. Donc, si moi, j'ai ici le front m'a donné l'autorisation de faire un transfert de 1 million du compte de son compte vers le tout, c'est-à-dire si Kofi a donné l'autorisation à moi qui suis Kofi de faire un transfert de son compte vers le compte de Ali,
Après avoir fait le transfert, automatiquement, le compte de Kofi doit être l'autorisation qu'il m'a donnée. Il m'a donné l'autorisation d'1 million. S'il est fait transfert de 500 000, c'est qu'il reste encore 500 000 à envoyer. Donc, il ne reste plus 1 million. Donc, il faudrait qu'on puisse retirer 500 000 de l'accord ou de l'acceptation qu'il m'a donné pour pouvoir faire le transfert. Donc, à la fin, maintenant, on va se retrouver avec 500 000 de transfert accepté. Voilà. Bon, donc, le approve. Le approve vient donner ce que le approve va venir faire, c'est qu'il donc, il va prendre en paramètre le spender. Le spender, c'est la personne qui veut transférer. Donc, ça, c'est moi. La personne qui veut transférer, c'est moi, le banquier. Et combien je vais avoir le droit de transférer, c'est le montant. Voilà. Donc, ici, nous allons tout simplement faire euh, nous allons juste faire un sanity check ici. Et ensuite, euh, cette fonction, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Elle n'est pas du tout terminée. Parce que normalement, on devait mettre à jour l'approche. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas du tout grave. Donc, on passe au allowance. Le allowance qu'on a utilisé un peu en gros pour faire le check-in. Donc, c'est ici que tu ajoutes les gens à la liste pour dire qu'ils ont la possibilité de pouvoir euh, faire une transaction sur ton compte ou pas. Et ensuite, nous avons le bon. Le bon, c'est cette fonction-là qui va permettre à ce que vous puissiez retirer de l'argent de la circulation. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons écrire quelques fonctions. Nous allons réécrire quelques fonctions. Comme vous avez déjà le code ici, nous allons réécrire quelques fonctions pour pouvoir vous montrer comment. Donc, ça va être en quelque sorte encore un résumé ou comment ça s'appelle déjà, une révision, une brève comment écrire des smart contracts avec Cairo. Et en plus de ça, comment écrire un smart contract vers dans le sens d'un projet, dans un cas précis particulier. Voilà, un cas d'utilisation particulier. Voilà, donc ce que nous allons faire tout simplement, je vais fermer ceci et fermer ceci. Voilà, donc ce que nous allons faire tout simplement, c'est que nous allons venir, nous allons ouvrir le terminal, donc nous allons fermer ceci, nous allons ouvrir le terminal, et dans le terminal, nous allons faire ce que nous allons faire, nous allons tout simplement suivre la documentation pour être sûr de ce que nous faisons. Donc, nous allons venir dans la documentation, je vais vous partager la documentation du Cairo Book. La documentation est disponible ici. Donc, on retourne sur le Cairo Book. Voilà. Donc, vous venez au niveau de Installation. Ça va tourner. Voilà. Ensuite, vous aurez toutes les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir faire des installations de base. C'est bon? Ensuite, il y a le Hello. Dans le Hello, oui. Dans le Hello, vous allez voir bon, l'utilisation basique de Scarp, et tout ce qui va avec. Voilà. Et autre chose. Donc, ce qui va se faire, tout simplement, c'est que nous allons tout simplement utiliser le rythme de ce projet. Nous allons utiliser le rythme de ce projet-là pour pouvoir nous orienter, tout simplement. Voilà. Donc, ici, dans le rythme, nous avons créé Your Project. Pour pouvoir créer le projet, voici la commande. Donc, NPX. NPX, c'est un gestionnaire de papier, un peu comme NPM et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, nous allons faire CD, Project, Startnet, Workshop. Voilà. Et nous allons faire NPX create stark pour dire la dernière version dans la tête et le test. Et ensuite, nous allons donner notre projet. Donc, nous allons l'appeler ERC20-workshop. Voilà. Et nous allons laisser tourner. Voilà. Lors de la session dernière, nous avons utilisé le Docker pour pouvoir faire le travail. Aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser le Docker pour permettre à ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir avec le Docker de pouvoir quand même travailler avec leur projet. Mais c'est préférable d'utiliser le Docker. Donc, ce que nous allons faire, nous allons accepter oui pour pouvoir installer toutes les dépendances de notre projet.
et avant de commencer à travailler. Nous allons patienter un peu le temps que ça installe tout le contenu du projet et que tout soit créé directement. Super, super. Donc, là, nous avons les commandes de base avec Yarn qui nous permet de pouvoir tester le projet. Donc, il y a une chaîne pour pouvoir exécuter le DevNet, c'est-à-dire la chaîne locale ou la blockchain locale pour pouvoir avoir des adresses à utiliser pour des tests et tout ce qui va avec, pour éviter que nous fassions des tests sur la production. Vous êtes d'accord avec moi que les tests ne se font pas en production. Les tests se font en local avant de pouvoir faire tout. Il y a Cairo a mis en place ou comment je vais appeler ça, il existe un environnement local qui vous fournit des utilisateurs dans des adresses avec l'adresse publique, l'adresse privée, la clé publique, la clé privée, tout ce qui va avec, pour vous permettre de pouvoir simuler des comptes utilisateurs et tout ce qui va avec. Voilà. Mais nous n'allons pas arriver à ce point-là. Nous allons juste écrire notre code et nous assurer que ça se compile. Voilà. Et pour les tests et tout, vous pourriez le faire avec le, la session passée. Voilà, donc, ce que nous allons faire tout simplement, nous allons faire CD ERC20-workshop LS. Maïka, par exemple. Ah là 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 là. Ok, ok, ok. Désolé, ça n'a pas pris le nom. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement recréer le projet. Hein. Nous allons recréer le projet. Donc, nous allons recréer le projet pour le nommer comme nous voulons. Voilà. Donc, on voulait que ce soit ERC20 Workshop. Donc, nous allons tout simplement euh, le mettre ici. Voilà. Et nous allons installer les dépendances à l'intérieur. Donc, nous allons faire très vite pour éviter que 21 heures ne soient ici, pour permettre à ce que tout le monde puisse être bien rodé, encore concentré, parce que j'ai remarqué que les 2 heures sont très souvent difficiles. Voilà. Donc, nous allons vite faire et passer à autre chose. Super. Donc, le temps que ça charge. Voilà, c'est super. Donc, CD, EAC20, voilà, workshop. Et nous allons ouvrir dans VS Code. Voilà. Nous avons notre projet ouvert dans VS Code. Visual Studio Code. Donc, on va fermer ceci. Nous allons faire CTRL J. Donc, comme je vous avais dit, il y a une chaîne. Je pense que vous avez vu ça la dernière fois, mais je vais juste vous répéter ça un peu. Il y a une chaîne qui vous permet de lancer l'environnement local qui simule la blockchain avec des adresses qui existent déjà. Donc, ce sont des comptes qui existent déjà avec le clé publique, clé privée, tout ce qui va avec, vous pouvez utiliser pour signer les transactions et tout ce qui va avec. Et chaque compte a déjà un certain montant d'argent dessus que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est juste du test, donc rien d'extraordinaire. Voilà, donc ce que nous allons faire directement, c'est que nous allons partir d'un package. Et donc ici, ce que nous sommes en train d'utiliser, c'est Scaffold 8, ce genre cette architecture de projet-là, ça a été mis en place par Scaffold 8. Je vous trouve ça. Scaffold 8, non, Scaffold Stark, voilà, ceci. Voilà. Et donc, Scaffold Stark vous donne un environnement un environnement, une architecture de dossier bien définie qui nous permet de pouvoir faire le front-end et le back-end avec du Kaizen. Voilà. Donc, ce qui va se faire ici, c'est quoi? C'est que vous aurez, parfois quand vous parlez de développement blockchain, c'est parce que le back-end est développé sur la blockchain. C'est que le back-end, c'est un smart contract, quoi. C'est vrai qu'il y a des solutions où nous ne voulons pas forcément tout stocker sur la blockchain. Donc, on peut faire un back-end web 2 aussi, en plus de ça. Mais une solution ou une application décentralisée a forcément un back-end blockchain.
Voilà, qui est un smart contract. Donc ici, ce qui va se faire, nous avons deux dossiers dans le dossier package. Le premier dossier, c'est Next.js, c'est du Next.js, du JavaScript, que vous pouvez utiliser pour pouvoir, vous pouvez modifier le contenu de ce dossier-là pour pouvoir développer votre front-end, le front-end de votre projet. Voilà. Ensuite, SL Foundry, c'est le dossier dans lequel vous allez trouver notre smart contract. Et donc, dans Contract, vous allez trouver SRC Source et Your Contract. Your Contract, c'est le contrat de base qui est là. Donc, c'est un peu comme les Hello World que vous trouvez toujours quand vous créez votre premier projet. Et si on exécute ce projet-là, je vais ouvrir un truc. Nous allons faire Yarn. Après Yarn chaîne, Yarn deploy pour déployer la nouvelle version du code. Et après avoir déployé, nous allons faire un start pour pouvoir lancer le front-end que nous pourrons afficher dans notre navigateur. Voilà. Donc, on va patienter un peu le temps que ça charge. Donc, en fait, il y a une compilation et installation des dépendances qui manquent et tout ce qui va avec qui vont se faire. Et donc, le temps que ça charge, voilà, c'est bon. Donc, ensuite, nous allons faire un Yarn start. Ça, c'est du Next.js, du JavaScript. Donc, le front-end va se lancer directement et nous pourrons voir le petit contrat qui a été développé à la base, notre petit Hello World entreprise qui existe déjà. Donc, ça va se charger et puis vous allez voir, nous pourrons faire des transactions tout simplement de la manière la plus simple possible avec ce qui existe déjà. Je pourrais vous montrer comment, ce à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, vous pouvez venir au niveau des bugs. Voilà. Au niveau du debug, vous avez Your Contract. Your Contract, c'est le petit projet, le petit code que nous avons ici, c'est ici. Le petit code, le petit smart contract que nous avons ici, voilà, c'est l'interface. Il y a une petite interface qui a été simulée ici, qui permet de pouvoir tester ça. Donc, ce qu'il permet de faire, c'est, je pense, c'est un compte down. Je pense, c'est un compte à non, n'est-ce pas? Je pense qu'il compte. Oui, je pense qu'il compte. Donc, ce qui va se faire ici, c'est quoi? OK, set greeting, withdrawal, transfer ownership, et tout ce qui va avec. OK. Donc, il permet de pouvoir faire beaucoup de choses, mais qu'en write, il n'y a pas euh, de fonction read. Donc, ici, par exemple, nous pouvons mettre 10. Et c'est un send. Ah, connecter. Nous devons nous connecter. Donc, comme je vous disais, tous les codes qui sont ici, là, lorsque nous avons fait Yarn, oh là là là. Oh, qu'est-ce que j'ai en train de faire? Voilà. Nous allons fermer tout ceci. Voilà. Donc, tous les comptes que vous voyez ici sont ces comptes-là que nous avons retrouvés ici. Si vous venez ici, par exemple, ceci finit par 691. Si nous regardons un peu, nous pouvons retrouver, voilà, 691. Le deuxième finira par 8B1, CB81, CB81 et ainsi de suite. Donc, ce sont ces comptes-là qui sont ici. Vous pouvez les utiliser pour faire des tests. On se connecte exactement comme sur un front-end d'une application Web3. Puis ensuite, nous allons faire la transaction. Si la transaction est échouée, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, voilà. Je pense que normalement, là, ça doit pouvoir passer. Soit check console for debug. Your input, no, I'm not using 10 again. Mais bon, vous avez, bon, non. Voilà, donc nous avons mis l'ON, nous avons fait une transaction et vous avez le withdraw ici qui exécute une transaction et tout ce qui va avec. Transfer ownership permet de pouvoir transférer la propriété parce que tout smart contract appartient à quelqu'un. La personne qui l'a déployé, le smart contract appartient. Donc, il y a des fonctions que vous allez écrire qui ne peuvent être exécutées que par le, le owner ou le propriétaire entre griffes du smart contract. Donc, c'est un peu ça. Et donc, ce qui va se faire, tout simplement, c'est que nous avons déjà vu tout ce qui a déjà été fait
lors de la session passée. Donc, Scaffold Stark va vous permettre, comme je l'ai dit, donc le balance off, nous avons dit le balance off. Maintenant, vous voyez, vous êtes actuellement sur mon VS Code, n'est-ce pas? Oui, ça va, on voit maintenant le code, ça va. Super. Donc ici, nous allons écrire la fonction, écrire le namespace de la fonction balance off. Le balance off, ça va être cette fonction-là qui va permettre d'afficher la balance ou le solde d'un compte en particulier. Et donc, ce compte-là, on doit le passer en paramètre pour pouvoir connaître le compte pour lequel nous pouvons connaître la balance ou le solde. Ce mot-là m'échappe. Donc, ce que nous allons faire, puisque nous ne modifions pas c'est une fonction read, nous ne modifions pas le state de la blockchain, ce que nous allons faire, si nous devons ajouter le T, contract state, voilà. Ce que nous allons commencer, si nous devons finir avec cela. Donc, ce qui va se faire, le tel qui est le type contract state, je vais juste laisser ça ici. Donc, ensuite, le compte dont nous voulons connaître le solde. Donc, ça va être account. Et le compte, account, c'est le nom du paramètre. Et le type, ça va être un contract address. Voilà. Et donc, en retour, nous allons retourner une donnée de type U256. Pourquoi tout le temps je mets U256 pour les types de retour? C'est que ça va retourner un montant. Et donc, le montant, c'est quoi? Sur la blockchain, ce qui va se faire, c'est que les montants ont un certain nombre de décimales qui se retrouvent derrière et qui doivent être affichés. Et donc, par défaut, le nombre de décimales qui est utilisé pour un montant ou un solde, ça va être 18 0. Ça va être U, ça va être ça va être un nombre exposant 18. Voilà. Exposant 18. Pourquoi exposant 18? Parce que ça s'exprime en way. Le way, c'est l'unité de mesure sur Ethereum. Je pense que Caleb avait parlé de tout ceci, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, le way, c'est l'unité de mesure sur Ethereum. Et donc, quand on dit 1 Ethereum, normalement, on est en train de dire 1 way. Ça va si vous voyez. Voilà. Mais dans les conversions, nous allons nous retrouver, je ne vais pas aller très loin à l'intérieur, nous allons nous retrouver à la fin avec un exposant 18 qui fait beaucoup de zéros derrière. Et donc, nous avons besoin de beaucoup d'espace pour éviter nous avons besoin de beaucoup de possibilités par rapport à ce qui va être retourné pour éviter qu'une valeur trop grande ne soit mise en place ou ne soit retournée. On se retrouve dans une situation où on ne pourra pas, comment je vais appeler ça, comment on dit ça en français, où on ne pourra pas catch l'erreur ou récupérer l'erreur. Parce qu'après, il y aura une erreur qui va s'afficher. La transaction ne va pas passer. Parce que le type de retour est plus petit que le type qui a été vraiment retourné, le type de la valeur qui a été vraiment retournée. Donc, ensuite, nous allons avoir le transfert. Donc, lorsque nous voulons faire un transfert, nous voulons transférer de l'argent du compte de quelqu'un vers le compte de quelqu'un d'autre, c'est que nous allons modifier certaines données, nous allons modifier certaines variables sur le storage. C'est-à-dire, les variables qui vont être modifiées, par exemple, ça va être le solde du compte de la personne qui reçoit de l'argent et le solde du compte de la personne qui est en train de transférer. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et même je pense que c'est un peu ça. C'est ce qui va se faire. Donc, lorsqu'on veut transférer de l'argent, nous allons transférer de l'argent d'un compte vers un autre. Et donc, la personne qui transfère, il y aura de l'argent qui va sortir de son compte. Et la personne qui reçoit, il y aura aussi de l'argent qui va s'ajouter sur son compte. Et donc, il y aura modification de l'état de
du stockage. Et donc, ce qui va se faire ici, c'est que nous allons nous retrouver dans une situation où nous allons faire du self, du paramètre self, une référence. Nous allons faire un paquet par référence en quelque sorte. Je ne sais pas si ça se dit. Et self, et donc ce sera sans l'arrobase, donc T contract state. Voilà. Et ensuite, nous avons le tout, c'est la personne qui reçoit, qui sera un contract address, et aussi le amount qui sera de type U256. Les U256 ont déjà été vus avec, je pense, Jeffrey, et voici. Voilà, donc je pense plutôt avec Jeffrey. Donc je pense qu'on n'a plus besoin de revenir dessus. Voilà, ici, ce qui va être retourné, nous allons retrouver juste une valeur booléenne pour savoir si ça a marché ou pas, le transfert a marché ou pas. Donc, ce sera de type bool. Voilà. Ensuite, ce qui va se faire, c'est que, attends, j'ai l'impression qu'il y a un rouge qui est anormal ici. Un instant. Un instant. J'ai l'impression, voilà. Je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'est plutôt traite. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'était un peu suspect pour moi de voir que nous avons des rouges partout jusqu'à des stades. Voilà, donc, nous allons passer à la fonction allowance. Voilà. Donc, le allowance, est-ce qu'il modifie des données sur la blockchain? Est-ce qu'il modifie des variables stockées dans le storage? Moi, je pense que oui. Donc, ça devient une règle. À moins que ici, il y ait le allowance. Voilà. Apparemment, non. Le allowance, ce qu'il va faire, c'est qu'il va. Oui, je pense que nous avons fait une erreur au niveau du allowance ici. Le allowance. Je pense qu'on avait fait une erreur ici où il affiche juste. Est-ce que le allowance doit juste afficher le contenu de allowance? Ok, si le allowance doit juste afficher, là, d'accord, ça marche. Alors, le allowance, il n'y a aucun souci avec l'allowance. Il n'y a aucun souci avec l'allowance. Donc, on fait juste un self, puisque c'est juste un read, une fonction read. Et donc, il n'y aura pas de traitement, de modification de state. Donc, type contract state. Et ensuite, dans le allowance, nous allons récupérer le owner et le spender. Le owner, c'est la personne qui, le propriétaire de l'argent, et le spender, c'est la personne qui veut dépenser sur le compte du propriétaire. Voilà, c'est un peu comme le banquier qui veut dépenser sur le compte du client. Voilà. Donc, on aura le owner, qui sera un contract address. Donc, tout ce qui sera utilisateur, compte utilisateur, ici, ce sera les contract address, ce sont les adresses de compte, adresses de wallet. Un peu comme les adresses de. Un instant, j'ai oublié d'épingler ceci. N'oubliez pas d'ajouter vos adresses Stacknet ici. Ajoutez vos adresses, devant votre nom. Si votre nom ne figure pas dans la liste, cherchez votre nom, ajoutez votre nom plutôt dans la liste pour pouvoir être au parfum, pour qu'on puisse utiliser ces adresses-là pour vous assigner des NFT à la fin de la formation. Donc, comme je disais, voilà. Donc, l'adresse que vous devez mettre sur le fichier sont des adresses de votre compte Bravo ou Argent Wallet. Mais je vous conseille Bravo. Voilà. Créez un compte Bravo pour récupérer l'adresse de compte Stacknet. Vous mettez ça là. Ça nous permet de pouvoir faire le travail. Voilà. Et ensuite, le Spender. Donc ce sera aussi un contract address. Address. Et lui, il va retourner un montant. Donc,
Non, pas forcément, oui, ce sera un montant. Le montant qui a été accepté par le spender, par le owner au spender. Voilà, du 256. Voilà, ceci. Voilà, je pense que c'est bon. Ensuite, ne vous inquiétez pas des différences de couleurs. Hein. Vous pouvez par exemple faire laquelle du rose, celui qui est bleu, ça n'a aucun problème. Ça ne souffre aucun problème du tout. Approuve, le approuve, pour pouvoir faire un approuve, il y aura forcément modification de données sur la, dans la base de données ou au niveau du stockage. Voilà. Donc, je vous montre le approuve ici. Le approuve, voilà, au niveau du approuve ici, ce que nous allons faire euh, ah oui, comme je disais ici, c'était pas, c'était pas, et c'était pas à jour, c'était pas bien fait, quoi. Voilà. Donc, le approve va permettre de pouvoir modifier la variable allowance. Voilà. Donc, ajouter une nouvelle allowance à la liste. Super. Donc, c'est ce qui va se faire. Et donc, quand on revient ici, un instant, okay. Donc, je suis de retour. Comme je disais, on va retourner ici. Super. Le approuve, puisqu'il va modifier le stockage, nous allons faire ref, ce sera une référence, self T contract state. Voilà. Et ensuite, nous aurons aussi le standard et le amount. Parce que ce qui va se faire, c'est que c'est le owner qui appelle approuve. C'est moi, le propriétaire de l'argent, qui fait un chèque, qui décide de faire un chèque. C'est pas quelqu'un qui fait le chèque pour moi. Voilà, donc, puisque c'est moi qui exécute la fonction, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de me passer en paramètre parce qu'on me connaît déjà. Voilà, donc, standard qui sera un contract address et amount qui sera le montant qu'on voudra transférer, qui sera un U256. Et le retour, ce sera pour savoir si le approve a bien été passé ou pas. Ensuite, nous avons la fonction transfer from, l'une des fonctions les plus vulnérables qui peuvent être les plus vulnérables de tout votre système token. Si vous ne savez pas faire tout de suite, les gens pourront transférer de l'argent de n'importe qui vers le compte de n'importe qui, et puis après, ça va devenir n'importe quoi. Voilà. Donc, le transfert from, voilà. Le transfert from, il va aussi modifier un state, je pense, puisqu'il va mettre à jour les balances. Il va mettre à jour aussi les montants sur les soldes de certains comptes. Donc, il va se faire comme ça. Donc, le self va être une ref, self, si, contract, it, et le from. Donc, le transfer from, c'est que l'argent, ça veut dire que l'argent part du compte de quelqu'un vers le compte d'un autre, mais c'est quelqu'un, donc c'est la personne, le spender, ou c'est le banquier qui exécute la fonction du compte du from vers le compte de quelqu'un d'autre. Donc, on a juste besoin de connaître le compte du from et le montant qui veut transférer. Donc, contract, address et le tree. Voilà, la personne qui veut recevoir, qui va recevoir, donc tout contract, address. Et ensuite, le montant. Amount. Non. Et, oui, amount.
E256 et on va retourner aussi un booléen. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Oh non, c'est pas tout. Il reste la fonction burn. Donc, fn, burn. Le burn va nous permettre de pouvoir brûler une partie de l'argent qui est en circulation. Et donc, pour pouvoir brûler une partie de l'argent qui est en circulation, nous avons besoin de connaître combien nous voulons brûler. Et ensuite, nous allons mettre à jour le total supply. Donc, le total supply va être aussi une variable. Il va avoir une variable qui va s'appeler total supply que nous allons mettre à jour. Et donc, pour mettre ça à jour, il faut que le self soit une ref. Et donc, type, contract, state et amount. Le amount de type U256. Voilà, comme ceci. Ce sera aussi un booléen pour dire que ça a été brûlé, la brûlure a été effective ou pas. Voilà. Donc ensuite, après avoir fini ceci, nous allons voir ce que Washi nous a appris la dernière fois, qui est, ça c'est une interface qui va permettre de pouvoir émettre des événements. Voilà, les événements. Les événements, c'est aussi, comment ça va être des fonctions, en quelque sorte. Mais moi, je pense que nous n'avons pas forcément besoin d'eux. Nous pouvons toutefois mettre en place des événements ici, comme ceci, pour pouvoir les utiliser. Donc, nous pouvons appeler juste event, et puis le event qui est à l'intérieur, je pense que nous n'avons pas forcément besoin de ceci, normalement. Mais la dernière fois, quand j'étais en train de travailler dessus, je me suis rendu compte que pour beaucoup plus d'exportabilité, de transportabilité, parfois certains certains événements, les événements les plus majeurs, ont besoin d'être modifiés ou ont besoin d'être réécrits. Donc, pour pouvoir permettre à ce qu'ils soient réécrits, on fait ça pour permettre à ce que lorsque quelqu'un veut l'utiliser dans un autre ou appeler ce contrat dans un autre contrat, il puisse avoir la possibilité de réécrire certains événements. Voilà. Mais moi, je ne vais pas mettre ça. Donc là, comme moi, je vous l'avais dit, je pense que c'est moi qui vous l'avais dit la dernière fois, cette marque-là ou cette annotation permet de nous dire que nous sommes en train maintenant de rentrer dans le corps même du contrat, du smart contract, de notre smart contract même. Parce que ce que nous avons fait au départ, c'est juste une interface. Ça ne fait pas partie du contrat. C'est juste quelque chose qui permet de pouvoir réécrire ou de mettre des annotations de les namespace de nos fonctions. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons nous retrouver dans le contrat. Nous dire, oui. Donc, ce que nous allons faire tout simplement faire la même annotation ici pour pouvoir dire que nous entrons dans le vif du sujet du contrat. Nous allons faire stack net 2.2. Contract. Pour dire que nous sommes dans le contrat maintenant. Donc, comme je l'avais dit, ici, le pub, c'est pour pouvoir faire en sorte que ce soit publié et appelable à l'extérieur. Mais si vous ne voulez pas écrire des pièces et tout ce qui va avec, vous n'avez pas besoin du pub. Vous pouvez retirer les pubs sans aucun souci. Vous pouvez les retirer, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ceci qui est au module. Voilà, c'est ça qui est au module. Pas ceci. Ceci, c'est un trait. Voilà. Je pense que Washi avait déjà expliqué ceci. Donc, module, ce module-là, nous allons lui donner un nom. Ici, ce sont les importations, tout ce qui va être utilisé comme importation venant de StackNet, du package StackNet ici, à l'intérieur. Et si vous avez aussi utilisé tout ce qui est OpenZeppelin ou d'autres packages aussi, pour faire les importations, ce sera ici. Le storage, ça va être tout ce qui sera variable, qui sera stocké sur la blockchain. Donc, si vous voulez avoir une variable qui va être stockée sur la blockchain, ou qui va être stockée sur la base de données en quelque sorte, vous la mettez dans storage. Et ensuite, ici sont des événements. Les événements permettent de pouvoir savoir ou déclencher des actions ou des trucs automatiques pour savoir que quelque chose a été fait. Donc, ça permet au front-end de pouvoir savoir comment réagir ou de pouvoir expliquer des choses et déclencher des actions automatiques. Voilà, c'est ce qui permet au front-end de pouvoir savoir, par exemple, qu'une transaction est terminée. On a fait la transaction, ça a tourné. Maintenant, c'est terminé. Voilà. Donc, après, comme nous ne sommes pas en train d'implémenter le front-end, nous n'allons pas faire ça, nous n'allons pas utiliser ça.
Mais pour la prochaine fois, je vais l'ajouter déjà pour qu'on puisse continuer. Donc, puisque nous avons 30 minutes, nous allons faire très vite pour pouvoir finir. Donc, ensuite, vous avez, ça sont des événements, c'est des événements. Les événements sont des structs. Vous connaissez les structs, non? Les structs, là, c'est une liste de données, que des listes de données. Et un nom, c'est les, comment ça s'appelle? L'énumération de données. Voilà. Clé, valeur, en quelque sorte. Bon, je pense que c'est clair pour nous tous. Ensuite, vous avez le constructeur, qui est une fonction toute simple, qui prend des paramètres et qui doit forcément s'appeler constructeur et qui fait quelque chose, forcément. Et ensuite, nous avons le corps du contrat qui va permettre de pouvoir implémenter l'interface que nous avons créée. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, nous allons commencer par créer le module ERC20 contract. Ici, on l'a appelé comment? Custom ERC20 contract. Bon, ça existe comme ça. Contract. Donc, désolé. Donc, notre contrat, tout simplement, va contenir un storage dans lequel nous allons mettre en place tout ce qui est, nous allons définir tout ce qui est, nous allons laisser un peu d'espace ici, on va faire ceci, storage. Et donc, dans ce storage-là va être un struct aussi, donc une liste de trucs, un struct. Il y a un certain qui storage. Ça va forcément s'appeler storage. Hein. C'est, le nom, il est obligatoire. Ce sont des noms réservés. Vous ne pouvez pas donner à d'autres fonctions ou à d'autres structs. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque nous avons besoin de garder en mémoire le montant total d'argent qui circule, n'est-ce pas? Donc, pour ça, nous allons créer une variable qui va s'appeler total supply. Et ce total supply là, comme c'est un montant, ça va être U256, comme je l'avais dit. Ensuite, balance list, ça va être un mapping qui va permettre de pouvoir rattacher un nom, une adresse, c'est-à-dire un compte et un montant. C'est pour savoir quel compte a combien sur ton compte. Voilà, donc c'est un peu ça ici. Ensuite, le allowance, ça va être un double mapping. C'est un mapping dans un mapping. Ça va être un mapping, comme je l'avais dit là, le allowance, c'est quelqu'un, c'est-à-dire c'est le client qui autorise le banquier à faire un transfert de son compte vers le compte de quelqu'un. Voilà. Et donc, ce qui va se faire, c'est que dans le mapping, on aura moi, qui suis le client, et rattaché à toute la combinaison qui existe entre les banquiers et les montants. C'est-à-dire, moi seul, je peux accepter je peux donner des autorisations à plusieurs banquiers de pouvoir faire des transactions, de pouvoir faire plusieurs transactions, donc avec des montants. Donc, nous aurons tel banquier, le banquier 1 avec tel montant qui est autorisé par moi, tel banquier autorisé par moi pour tel montant et ainsi de suite. Donc, moi, je serai la personne qui sera rattachée à eux tous. Donc, comme on doit trouver des combinaisons de eux tous et tous. Donc, ça va être un double mapping. Un mapping de moi à ce mapping les deux. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui s'illustre ici. Donc, ceci peut ne pas être facilement compréhensible par tous, mais bon, faites l'effort de comprendre. Normalement, je vous montre quelque chose. Normalement, ça devait être quelque chose comme ça. Allowance égale map de ceci. Donc, le premier map, il met ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, contract, adresse, c'est bon. Et maintenant, de l'autre côté de la virgule, on va mettre la deuxième variable, on mettra un autre mapping. Je sais pas si vous voyez.
Et donc, ce mapping-là, ça va prendre le contract address du comptable ou du banquier qui doit avoir le droit d'utiliser ce que je veux lui permettre d'utiliser et la taille, le montant qu'il doit pouvoir transférer. Donc, à chaque fois qu'on prend moi ici, on doit trouver plusieurs de ceci. Donc, je ferme ceci. Voilà. Normalement, c'est comme ça la notation devait être pour qu'il soit plus clair. Mais je ne sais pas pourquoi la notation n'est pas comme ça. Dans la documentation du Cairo Book, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, comment ça marche, c'est ce que j'ai mis. Mais pour que tout soit plus clair, voici la notation. Voilà. Ensuite, après le allowance, nous devons garder quoi encore? Nous devons garder quoi encore? Je vais regarder ici tout simplement. Voilà. En plus de ça, nous avons besoin des informations de votre monnaie. Votre monnaie doit avoir un nom, un symbole et un nombre de décimales. Voilà. Donc, vous voyez le Dogecoin, par exemple, le Dogecoin a un symbole. Voilà. Lorsqu'on prend la crypto-monnaie de Binance, je pense que c'est le BNB. Le BNB, c'est le symbole. Le nom, je ne sais pas comment ça s'appelle. Binance, quoi, je ne sais pas trop. Ça a un nom. Un peu comme le Dogecoin a un nom. Dogecoin, c'est le nom. Voilà. Le symbole, ça peut peut-être être DG Coin, je sais plus trop. DGC, je sais pas. Un peu comme, voilà, USDC, USDT, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il va falloir avoir un name qui est un felt, parce que les names ou un bit array plutôt. Les felts, je pense que la dernière fois, Wachim n'a pas eu le temps de le dire, ou Jeffrey n'a pas eu le temps je pense que Jeffrey n'a pas eu le temps de le dire, mais c'est c'est fortement déconseillé d'utiliser les felts, parce que les felts peuvent entraîner des débordements de mémoire. Voilà. Donc, utilisez les felts uniquement quand vous êtes obligé, pas tout le temps, uniquement quand vous êtes obligé. Voilà, donc, on va utiliser les bits array. Je pense que pour utiliser les bits array, normalement, nous devons importer quelque chose. Je pense que non. Je pense, hein, je ne suis pas sûr, mais je pense. Mais là, même ceci, pour les mappings que nous avons fait là, il nous faut importer ceci. Il nous faut ça. Sinon, ce sera rouge. Nous allons avoir des erreurs. Voilà. Ensuite, getCaller address, nous allons l'utiliser en bas. Nous allons l'utiliser en bas aussi. Ça, c'est notre ceci. Donc, nous allons l'appeler après. Lui, je pense qu'il était quelque part ici. Ok, c'est lui-ci. Voilà, c'est lui-ci. Voilà. Donc, c'est notre événement. Mais comme nous allons l'utiliser comme implémentation ici, pour l'implémenter, il faut qu'on l'importe. C'est pourquoi nous l'avons importé. Donc, il faut qu'on puisse comprendre que tout ce qui est à l'intérieur ici est privé. Donc, ceci aussi est privé. Il faut qu'on puisse importer ceci à l'intérieur de ceci pour que ce soit accessible. Il ne soit pas public. Malgré qu'ils sont dans le même fichier. Voilà. Donc, ensuite, après le nom, nous avons le symbole qui est aussi un bit array, et les décimales qui sont de type c'est-à-dire les décimales, c'est 18, 20, c'est juste des petits chiffres, quoi. Pas de, tu vas pas trouver des symboles, c'est très improbable de trouver des symboles 1000, 2000, 100 000, 500 000 et tout ce qui va avec. Donc, on n'en a pas besoin. On a juste besoin d'une petite taille pour ça. Voilà, je pense que c'est tout pour notre storage. Nous allons sauter tous les éléments, et nous allons tomber sur le constructeur. Donc, le constructeur, on fait use constructor. Voilà. Et ce sera une fonction aussi, fn constructor. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le constructeur va contenir toutes les informations qui sont à initialiser lors du déploiement du smart contract. Et donc, ces fonctions-là, ces informations-là, ce serait le nom, le symbole et le décimal point final.
le initial supply n'est pas obligatoirement définissable au départ. Je sais pas si vous voyez. Parce qu'on peut créer la monnaie sans qu'il y ait on peut créer on peut déployer plutôt le smart contract sans avoir encore coupé de l'argent. Donc, si on n'a pas encore coupé de l'argent, on n'a pas forcément besoin d'avoir un initial supply. Le initial supply, ça va peut-être être zéro, mais bon, on sait que quand on déclare une variable comme ça de type U256, on sait que la valeur par défaut c'est zéro. Donc, on n'a pas besoin de ça. Donc, ce qui va se faire, self, est-ce qu'on a besoin de garder? Oui, on a besoin de ça. Self qui sera de type contract state, comme je l'avais dit, state. Voilà. Et ensuite, nous allons garder le name qui va être de type bit array, le symbole et ceci. Et ensuite, maintenant, nous allons faire une implémentation. Donc, l'implémentation, attends, lui vient de, ici. Voilà. Et donc, l'implémentation va juste ramener, voilà. Le self, comme je l'avais dit, permet de pouvoir accéder aux données de la variable, de la mémoire. Donc, ce sera point. Tout ce qui est dans le store édition pour accéder à ça via le self. Voilà. Donc, le self, qui est le type contract state, va permettre de pouvoir accéder à ça. Donc, .name, voilà, vous voyez que name apparaît. Donc, write pour pouvoir modifier et on mettra name qui est le paramètre. Même chose pour le symbole et le décimal. Voilà. Nous passons à autre chose. Ensuite, maintenant, nous avons ceci qui va permettre de pouvoir mettre en place un type d'encodage ou, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais vous voyez, dans HTML, CSS, avant de commencer, on fait chat, UTF-8, voilà, UDC, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. C'est un peu aussi comme dans PHP Admin, quand vous voulez créer votre base de données, vous lui donnez aussi un format. Voilà, c'est un peu ça. C'est la même chose. Donc, là maintenant, nous allons implémenter, donc nous allons appeler ça import, nous allons l'appeler ERC20 token et nous allons appeler l'implémentation IERC20 token. Voilà, celui-ci. Et donc, nous allons l'importer si ça passe fait tout seul. Nous allons l'importer celui-ci, la bougie. Voilà. Donc, nous allons l'importer comme nous l'avons eu ici. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Pour pouvoir l'utiliser ici. Et donc, comme j'avais dit, on l'avait mis ici. Il faut qu'il prenne le state. Donc, le state, c'est contract state. Donc, on fait ceci. On mettra contract state. Voilà. Et là, maintenant, on peut, voilà. Et maintenant, on peut commencer à implémenter toutes nos fonctions. Voilà. Vous allez remarquer que tout ceci est rouge. Tout ceci, normalement, ceci me met rouge uniquement parce que on n'a pas encore implémenté on n'a pas encore mis en place toutes les fonctions qui existaient, qui ont été déclarées dans l'interface. Donc, FN total supply, non, total supply. Voilà, comme ceci. C'est notre truc, ça. Donc, self, comme je l'avais dit, il va garder le self non modifié, non modifiable, contract state. Voilà. Donc, le type de retour, du 256. Et ensuite, self, donc il doit afficher le total supply, le contenu de la variable du storage et total supply. Donc, self dot total supply, supply. Pourquoi il me sort voilà. Pourquoi il me sortait des parenthèses? Voilà. Un read. Voilà. Le read permet de pouvoir récupérer et afficher. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à une autre fonction, fn, balance of. Le balance of va prendre aussi le self
qui est non modifiable avec un arrobase ici, contract state, l'adresse, donc contract address du compte dont vous connaissez le solde et U256. Voilà, donc self dot balance, balances, point read. Et au niveau de balances ici, nous avons dit que c'est un mapping d'une adresse avec un montant. Donc, l'adresse là doit être fournie pour pouvoir afficher le montant. Donc, pour ça, à l'intérieur des parenthèses du read, nous allons mettre la variable account pour permettre à ce qu'il puisse connaître le account qui est concerné par cette recherche de balance là. Donc, ensuite, nous allons faire transfert. Je pense que oui, transfert n'implique pas encore les autres là. Transfert. Donc, le transfert, comme on l'a dit, il va modifier. Donc, self, de contract state. Ensuite, tout, à qui on va envoyer, contract address, et le montant, amount, de type U256. Voilà. Et ensuite, nous allons dire ici qu'il doit afficher un booléen. Voilà, ici. Donc, il doit afficher un booléen. Type de retour booléen. Voilà, donc ce qui va se faire maintenant, c'est que nous allons vérifier, nous allons faire des vérifications. Normalement, ici, nous devons faire des vérifications sur la valeur qui a été entrée. Donc, assert, point d'exclamation. Donc, nous allons vérifier, voir si est-ce que l'adresse qui a été entrée n'est pas une adresse 0. Parce que l'adresse 0, c'est une adresse qui est composée que de 0. Et ce n'est pas valide. L'adresse n'est pas valide. C'est une adresse qui existe, mais qui n'est pas utilisable, qui n'a pas de clé privée. Donc, si transférez votre argent, ça va partir. Mais vous ne pourrez jamais récupérer. Donc, account, non, is, je pense que c'est is 0. Le contraire de is 0. Voilà, is 0. Is 0. Voilà. Mais on va mettre ceci. Is 0, let's import this one. We are going to need it. Yeah, here. So, donc, is 0 viendra 0. 0 viendra vérifier si on mettra contradiction. Donc, si ce n'est pas 0, mais si c'est 0, on mettra point virgule le message. Yes, balance query for the 0 address. Non, c'est pas ça. C'est pas ça ou c'est pas ça. Voilà. Donc, si ce n'est pas ceci, si cette condition n'est pas vérifiée, alors on dira invalide, account address. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que nous allons faire ici aussi. Nous allons faire la même chose pour celui-ci. Voilà, pour lui dire que c'est le tout, ça va être apprendre ça être tout. Donc, il ne faudrait pas que le tout soit une adresse 0. En plus de ça, il ne faudrait pas aussi que le amount, il faut que le amount soit supérieur à 0. Donc, le amount, transfert amount, multiplié dans 0, ok, ça passe. Voilà, et ensuite, maintenant, on pourra faire des calculs. Donc, pour commencer à faire les choses, maintenant, on récupère l'adresse du sender. Cette variable-là va contenir les informations de la personne qui est en train d'envoyer ou d'exécuter la fonction. Donc, pour ça, on doit récupérer ceci. Le contact d'adresse, on avait oublié de l'importer. Voilà. Donc, là, pourquoi le rouge? When you fail to generate API, contract must have a storage struct. Ouais, nous avons ça. Hein?
Ou c'est pas ça? C'est ça? What is happening if you cry? OK. En tout cas, avançons. Donc, nous avons maintenant le get caller address. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que il va falloir vérifier le solde du sender, de la personne qui est en train de transférer, pour être sûr que cette personne a suffisamment d'argent à transférer. Donc, ce qu'on va faire, c'est let sender, sender balance. Donc, cette variable-là va être temporaire, elle ne va pas être stockée. Donc, self.balances, comme ce que nous avons vérifié ici avec la fonction balance ici, mais avec juste ceci. On peut juste appeler la fonction balance off. Je pense que ça, ce serait mieux. On va appeler la fonction balance off. Balance off. Nous allons tout simplement lui passer, nous allons faire ceci, self, et puis sender. Voilà. Sender. Voilà. Je pense que ça passe. Ça passe. Ou carrément, on va. Donc, ça peut passer. Mais bon, vous savez, je ne sais pas s'il y aura erreur, puisque le self qu'on est en train de passer ici est une référence, mais ici, ce n'est pas une référence. Je ne sais pas s'il y aura erreur. Déjà qu'on a déjà beaucoup de rouge, on va avancer avec ce que nous avons d'abord. Donc, maintenant, on va faire une vérification pour voir si est-ce que le sender balance est supérieur ou égal au montant qu'on a envoyé. Sinon, on affiche insufficient balance. Voilà. Maintenant, si c'est bon, si il a suffisamment d'argent, on va écrire, on va modifier la balance du sender en faisant sender balance moins le montant qu'on a envoyé. On lui retire l'argent qu'on va envoyer à quelqu'un d'autre, on va retirer son compte. Et ensuite, maintenant, on récupère le balance ou le solde du destinataire et on met à jour ce solde-là. On met à jour ce solde-là ici en faisant un plus du amount. Voilà. Et ensuite, maintenant, on va retourner le tout qui va clôturer notre fonction avec qui doit retourner un bool. Voilà. C'est un peu ça. Ensuite, nous avons dit allowance. Allowance doit faire ceci. Fonction allowance. Donc, le allowance va pouvoir afficher le contenu des approuves. Comme je pense que c'est ce qui est fait ici aussi. Allowance. Il a affiché le contenu des allowances. Et nous avons eu une allowance ici. Il a affiché le contenu des allowances. Et approve permet d'ajouter des informations dans allowance. Voilà, c'est ce qui va se faire. Donc, pour pouvoir afficher le contenu des allowances, on n'a pas besoin de modifier les données. Donc, ce sera un simple self avec un arrobase au niveau du contract address. Virgule. Et nous allons avoir le owner. C'est le type contract address et le spender. Spender, c'est le type aussi du type contract address aussi. Voilà. Ensuite, nous allons donner un montant. Donc, ce montant-là, un grand type. Voilà. Un instant, je vais gérer cette histoire de. C'est quoi qu'il est en train de gérer? Un instant, on regarde. Oui, l'implémentation. Oui, c'est son truc ici. Et celui-ci, c'est mon truc là. Voilà, c'est bon. Donc, là, nous devons faire des sanity checks. Donc, vérifier, voir si cette information-là est bonne. Cette information-là est bonne parce qu'il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur. Donc, nous allons faire un assert
Una is not zero, and spender is not zero. Et maintenant, ensuite, nous allons afficher le contenu dans l'ensemble passant les valeurs du Una et du spender. Voilà, tout simplement, sans beaucoup de tracas. Voilà. Ensuite, nous allons faire approve. Approve doit pouvoir ajouter des informations dans le allowance. Donc, comme nous l'avons dit, approve doit prendre, comme approve va permettre de pouvoir modifier allowance qui est une variable de stockage, de storage. Donc, il va falloir passer le self en ref. Voilà. Ensuite, nous avons le spender et le amount. Le amount, c'est combien on veut dépenser et qui veut dépenser. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons vérifier, voici le spender n'est pas un zéro. Mais en plus de ça, un instant, en plus de ça, nous devons aussi vérifier, voir si le amount, voilà, n'est pas égal à zéro. N'est pas, est-ce que c'est, que ce soit supérieur ou égal à zéro, quoi. Il faut que le amount ne soit pas autre chose que supérieur ou égal à zéro. Sinon, on va se retrouver avec des valeurs bizarres. Si quelqu'un met moins, ça ne va pas passer. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons récupérer la personne qui est en train l'adresse de la personne qui est en train d'exécuter la fonction allowance pour pouvoir donner ou signer le chèque. Et ensuite, maintenant, nous allons faire et modifier les allowances en disant que ce propriétaire, ce client-là, accepte que ce caissier ou ce banquier puisse transférer cet argent-là à quelqu'un. Donc, le jour, maintenant, on va envoyer de l'argent à quelqu'un. Le banquier peut faire des transferts au nom de celui-ci, sans aucun souci. Voilà, donc c'est un peu ça. Comme il doit retourner un booléen, voici le booléen qui est retourné là. Voilà. Ensuite, function transfer from. Voilà. Le transfer from, c'est l'une des fonctions les plus longues ici. Donc, le transfer from va modifier aussi les données du stockage. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir passer le self en référence. Ensuite, nous prenons le from, de qui l'argent vient, où l'argent va, et combien on transfère. Et ensuite, le retour, ce sera un booléen. Voilà. Et donc, ici, ce sera des sanity checks, donc des check-ins de santé en quelque sorte, pour être sûr que ce que l'utilisateur a fait soit propre. Donc, nous allons vérifier si l'adresse du from n'est pas zéro, l'adresse du tout n'est pas une adresse zéro, et ensuite, est-ce que le montant n'est pas en bas de zéro. Voilà. Le montant aussi ne doit même pas être zéro aussi. Voilà. Peu importe ce qui se passe, le montant ne doit jamais être zéro. Ensuite, le spender, nous allons récupérer les informations de la personne, donc du petit qui veut transférer de l'argent. Voilà. Le petit qui veut transférer de l'argent. Et maintenant, on va vérifier, voir si est-ce que ce petit-là a un droit de transférer, le droit de transférer de l'argent venant de ce client. Si oui, et sinon, on lui dit transfert amount exceed allowance. Nous allons, si le montant qui lui a été accepté est supérieur et le montant current allowance est supérieur. Voilà. Si le montant qui a été accepté par le client au banquier pour être dépensé ou pour être transféré à quelqu'un d'autre en son nom, n'a pas de... Oh là là, j'ai un petit souci d'électricité. Un instant, je vais allumer la torche. Voilà. Je pense que là, ça va pouvoir. OK. C'est réglé. C'est réglé. Donc, je disais, si le montant est bon, on passe. Si c'est pas bon, on lui dit que il n'a pas suffisamment, il n'a pas le droit d'envoyer ce montant-là, parce que ce montant-là dépasse le montant qui lui est accepté de transférer. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons récupérer le solde du client pour voir si est-ce que le client a suffisamment d'argent pour qu'on puisse faire ce transfert-là. S'il a suffisamment d'argent, on passe. S'il n'a pas suffisamment d'argent, erreur, solde insuffisant. Maintenant, s'il a suffisamment d'argent, on va maintenant modifier son compte en retirant le montant qu'on veut transférer. Ensuite,
on va récupérer le solde du compte de la personne qui doit recevoir pour pouvoir l'incrémenter du montant qui va être envoyé. Et ensuite, maintenant, on va modifier le allowance pour permettre à ce que le montant que le banquier a le droit de dépenser ne soit plus le même qu'avant, qu'il soit le montant d'avant moins le montant qui a été transféré. Voilà. Donc, je vais faire un table juste pour pouvoir récupérer ça. Mais non, non, c'est quoi le souci avec ces deux points rouges-là? Quoi, parfois, c'est une question de point virgule. Parfois, c'est juste une question de point virgule. C'est là. Euh, les derniers points virgule. Bon, apparemment, c'est pas un problème de point virgule. C'est un problème de quoi? C'est un problème de quoi? Un problème de quoi? C'est un problème de quoi? What is the problem here? Ah non, ici on doit avoir point virgule. Puisqu'il y a le true qui vient ici. Pas de point virgule. Il y a le true. Il y a le true. What is the problem? Est-ce qu'il y a quelque chose ici que j'ai oublié d'ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié d'ajouter? In fact, is it the pub? Non, je ne pense pas que c'est le pub. Non, c'est pas parce que c'est pas public. Je ne pense pas. Voilà. C'est pas parce que c'est pas public, ça peut être possible. Donc, ils disent quoi déjà? Plugin dernier, c'est contract must define storage. Je pense que storage, c'est grand S. Voilà, c'est grand S. Merci beaucoup. Un virgule ici. Info, point virgule. Custom, non, ça peut être custom, ça va être ceci. Donc, je pense qu'on a déjà importé ça. Donc, on enlève juste. Celui-ci dit quoi? Ok, c'est des virgules. Oui, des points virgules. C'est des virgules. Voilà. 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 Maintenant, là, nous avons aussi un petit souci. Il dit quoi? C'est pas fort, c'est off. Good. That one is good. Implement. Not all threads items are implemented. Ah, burn. Il reste la fonction burn. Okay, we need burn function. Function burn. Okay. That burn on compte le amount et le self qui est RF, puisqu'il y aura modification de total supply balance. Ensuite, nous vérifions voir si le amount il est supérieur à 0 ou pas. Ensuite, est-ce que le call a suffisamment, ou la personne qui veut supprimer l'argent, non. Ici, là, ce qu'il veut faire là, c'est pas bon. Ici, on ne doit pas changer si on veut brûler de l'argent, on brûle cet argent sur comment ça s'appelle, comment ça s'appelle déjà? Et normalement, c'est que cet argent-là ne doit plus être sur le compte de quelqu'un. Parce que si on brûle de l'argent sans le lever sur le compte de quelqu'un, ce ne sera pas bien. Donc, on a raison alors de faire ceci. On a raison alors de faire ceci. Parce que si c'est le propriétaire du quoi, on va juste faire 0 comme ça. Voilà. Donc, si c'est le propriétaire du smart contract qui exécute le 0, non, le bon, c'est que c'est sur son compte qu'on va retirer cet argent-là. En fait, l'argent qu'on brûle doit être retiré du compte de quelqu'un. Voilà. Sinon, on va retirer de l'argent de, de la circulation, mais cet argent-là ne serait pas forcément
retirer. Et cela compter sur le compte de quelqu'un. Parce que si on fait la somme de tout ce que les gens ont encore comme argent, ça existerait encore. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, ici, il y a une modification. Donc, normalement, ça devait être ref. Voilà, ça devait être un ref. Contract, non, c'est pas address. C'est contract state, comme ceci. Parce que normalement, ça doit pouvoir passer. Euh, c'est read. C'est read, donc, contract state, comme ceci. Normalement, ça doit passer maintenant, non, il n'y a pas. What is the problem? Unexpected argument type contract contract state. Euh, contract, ok. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon. Il vient tout. Point virgule ici. Ce 0 là remplacé par 0, tout simplement. 0. Et ensuite, je pense que c'est bon. Il y a un truc rouge ici. Point virgule. Voilà, celui-ci, puisqu'il n'a pas été il n'a pas été utilisé, donc on va le retirer tout simplement. Qu'est-ce qui a été utilisé alors pour récupérer? Qu'est-ce qu'on a adresse? Bah ouais. Ah, ok, ok. Nous allons directement, attends. Nous allons le ramener et nous allons juste retirer, on va faire F. Voilà, nous allons juste retirer parce qu'il fait un import directement, alors qu'on n'en a pas besoin. On avait déjà importé le package. Maintenant, de tout ça fait, un encombrement si on ne sait pas faire. Voilà. Donc, voilà. Et le dernier. Non, ceci. Voilà. C'est super maintenant. C'est super. Donc, maintenant, nous n'avons plus d'erreur du tout dans notre code. Voilà. Donc, si on essaie de compiler, en fait, hier, yarn compile, ça va pouvoir compiler tout. Et s'il y a des erreurs, on va les corriger. Si ça compile, nous sommes à la fin de notre travail de ce soir. Voilà. Compiler avec succès. Donc, ça, c'est un smart contract ERC20. Donc, ça, c'est une monnaie électronique que vous venez de créer là. Vous déployez ça aujourd'hui, vous pouvez lui donner un nom et commencer à transférer sans problème. Voilà. Vous pouvez le déployer, ajouter un logo, ou créer un logo, vous ajoutez ce logo là-dessus. Et sachez qu'en tant que développeur blockchain, la plupart des fois, vous allez avoir à implémenter des choses comme ça. Si vous êtes développeur blockchain et vous travaillez sur un smart contract, la plupart des fois, on va vous demander ça. Donc, vous aurez à écrire des super tokens et tout ce qui va avec. Donc, merci beaucoup à tous. Nous allons mettre sur GitHub, initial commit, hein, pour mettre sur GitHub, this one public, et nous allons partager le lien avec tout le monde. Open on GitHub, open